à ce nouvel épisode du Combo présenté par Mise au jeu plus. Maxime Vanout avec vous et comme vous pouvez le constater déjà certainement tout seul aujourd'hui. Pour ceux qui suivaient Gonzo dans ses autres plateformes, vous êtes peut-être déjà au courant, là, Gonzo est en pause pour des raisons personnelles présentement. Rien de grave, inquiétez-vous pas. Il devrait être de retour la semaine prochaine avec nous au Combo. On ne voulait pas vous laisser cette semaine sans épisode quand même. Alors un épisode, j'allais dire en solo, mais pas réellement. Ça va être un petit épisode spécial. D'ailleurs, ça va pouvoir servir de test. Ça fait quand même longtemps qu'on essaie d'inclure un peu plus de vos commentaires au sein du Combo, de trouver la bonne façon de le faire. Alors aujourd'hui, ça va servir un peu à ça, à incorporer plus de vos commentaires, de vos questions dans la discussion à cet épisode du Combo. Donc, j'ai recensé plusieurs de vos questions sur les réseaux sociaux. Je suis allé lire vos commentaires à peu près n'importe où parce que je vous rappelle, vous pouvez nous suivre d'abord sur la page YouTube de Mise au jeu. D'ailleurs, il y a au-dessus de 950 abonnés à la page YouTube de Mise au jeu présentement. On vous en remercie énormément. La croissance de la page est assez phénoménale. Un beau cadeau pour Gonzo quand il revient la semaine prochaine. Aidez-nous donc à atteindre 1000 abonnés cette semaine. Si vous écoutez ce combo, peu importe cet épisode du combo, peu importe sous quelle forme, si vous êtes en format audio, que vous êtes présentement en mesure de prendre votre téléphone, aller sur votre application YouTube et vous abonner à la chaîne de Mise au jeu, on l'apprécierait grandement. Et sinon, vous savez, sur les plateformes de balado, parce qu'on est disponible partout également, vous pouvez, exemple, moi j'utilise Spotify, peut-être que vous écoutez Apple Podcast, peut-être qu'il y en a d'autres pour qui c'est, je sais pas moi, honnêtement c'est pas mal les deux principaux, là, mais il y a quoi? Il y a Google Podcast, il y a Amazon Podcast, en tout cas, vous pouvez cliquer sur la cloche, puis être abonné aux notifications, puis recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode du Combo est publié. Règle générale, le vendredi aux alentours de 17h30. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, vous pouvez l'écouter quand vous voulez pendant la semaine. Alors, faites-nous plaisir aujourd'hui en ce 23e épisode du Combo et abonnez-vous à la page de Mise au jeu si ce n'est pas encore fait. On va parler des séries de la Ligue nationale de hockey. On va parler un peu de repêchage encore parce qu'il y a de nombreuses questions concernant le repêchage également. On va parler un peu du CF Montréal qui rend visite au TFC en fin de semaine. Une autre défaite pour le bleu-blanc-noir cette semaine face au Crew de Columbus. Ça fait maintenant au-dessus d'un mois sans victoire pour le CF Montréal. Ça commence à paraître un peu dans les cotes. Même à domicile, lors des 2 derniers matchs, c'est le Crew de Columbus qui s'est amené champion en titre. C'était Inter Miami avec Lionel Messi, la meilleure formation de la MLS présentement, mais le CF Montréal qui était négligé lors de ses 2 derniers matchs à domicile et bien sûr va l'être en fin de semaine face à TFC du côté de Toronto. Donc on va parler de tout ça. On va parler un peu de baseball également ensemble aujourd'hui. Donc, très excité de vous lire. Ce sera donc principalement vos commentaires, vos questions qui vont nourrir cet épisode du Combo cette semaine. Merci d'être là tout le monde. On va débuter en parlant de repêchage. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de repêchage ensemble. C'est d'ailleurs un des sujets de l'heure présentement dans les médias sportifs au Québec. Et je comprends, vous êtes excités, vous vous renseignez de plus en plus sur les différents espoirs disponibles au repêchage. Vous êtes très nombreux d'ailleurs avoir des opinions sur les différents joueurs. Ça paraît que vous êtes plusieurs à faire vos devoirs, à les regarder. C'est vraiment intéressant de discuter avec vous sur les différentes plateformes du Combo. On va commencer comme ça avec un commentaire, une question qui venait de Steve sur X. Steve qui disait « Quelles sont les chances de voir Hughes revenir dans le top 10 ou 12 au repêchage? » Je crois que Lindstrom plus un Iginla, Seneke, Conley ou Catton serait un home run de repêchage pour le Canadien. C'est intéressant, Steve, comme question. Pas que je ne partage pas ton enthousiasme pour revenir une deuxième fois dans le top 10. On rappelle que le Canadien repêche 5e. Je pense pas. Quelles sont les chances? Je les trouve basses, personnellement, et je m'explique. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont fans soit de reculer pour avoir 2 choix plus bas dans une QV où il y a beaucoup de joueurs qui ne se distinguent pas. On vous rappelle que cette année, là, il y a des joueurs comme, je ne sais pas moi, Ivan Demidov, que certains pensent que c'est garanti qu'il sort 2e au total, et d'autres vont l'avoir au 5e rang, au 6e rang, peu importe. Même chose avec des nombreux défenseurs. Donc, il y en a qui sont partisans de reculer et d'avoir 2 de ce lot de joueurs-là qui, derrière,
Macklin, Celebrini ne sont pas nécessairement des joueurs qui vont rapidement être des joueurs d'impact. Moi, avec le 5e choix au total, j'espère que le Canadien obtient son homme. On en a parlé la semaine dernière, Gonzo et moi. Pour moi, c'est Demidov ou Lindstrom. Je pense que Demidov ne sera plus disponible et que donc ce sera Caden Lindstrom. Il y a quelqu'un sur notre page YouTube, malheureusement, je n'ai pas noté son nom, je crois qu'il s'appelait Daniel, qui disait qu'on avait à peine effleuré Eginla, Gonzo et moi, dans le dernier épisode. Il trouvait ça dommage, disait que c'est un gars qui est fait pour la Ligue nationale de hockey, etc. C'est pas qu'on a. Je suis pas d'accord, Daniel. D'ailleurs, j'espère que je te cite comme du monde. Sinon, appelons-toi, Daniel, et de toute façon, tu vas te reconnaître, j'en suis convaincu. On a énormément parlé de TJ Ginla dans les dernières semaines. C'est peut-être pour ça que la semaine dernière, effectivement, on en a un peu moins parlé. Moi, je me méfie toujours des joueurs qui ont des grosse progression proche du repêchage, comme c'est le cas de TJ Ginla. J'aime le joueur, je l'ai vu jouer, il a des beaux attributs. Je préfère encore, par contre, à ce stade-ci, un Demidov et un Caden Lindstrom. Je sais qu'il y en a qui se questionnent sur le QI hockey de Caden Lindstrom. Il y en a qui sont inquiets pour les blessures et que peut-être qu'il y en a qui considèrent que TJ Ginla, un peu à l'image de Brady Tkachuk en 2018, est un choix plus sûr, au plafond moins élevé. Ça se défend. De toute façon, moi, je ne suis pas recruteur. C'est pas mon travail, je ne suis pas professionnel là-dedans. Et même les recruteurs professionnels se trompent des fois. Salutations bien distinguées à Jesperi Kotkaniemi, qui vient d'être éliminé avec les Hurricanes de la Caroline. Donc, les chances, personnellement, Steve, je trouve les chances faibles. Et j'explique pourquoi. Moi, cette année, je pense que le Canadien est rendu à une étape, oui, de repêcher son gars au 5e rang, mais aussi, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, moi, je suis plus dans l'équipe d'essayer d'aller chercher un jeune joueur un peu plus établi. Encore plus établi que l'était Alex Newhook l'an dernier, encore plus établi que l'était Kirby Dach. Est-ce que c'est un Martin Nechatz? Est-ce que c'est un Trevor Zegras? Je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer entendre parler de Trevor Zegras. Moi, je l'aime, Trevor Zegras. Je pense qu'il s'amènerait dans une formation où il n'y aurait pas à être la vedette du Canadien de Montréal. Je pense que ce serait un endroit où il cadrerait bien. Je pense que ça rendrait le jeu très excitant. Tu commencerais à avoir beaucoup de bons jeunes joueurs en attaque. Il se greffe à Suzuki, Caulfield et Slavkovski. On l'espère, Kirby Dach ajoute un joueur comme ça, que ce soit un Nechatz, que ce soit un Trevor Zegras. Ça commence à être intéressant en temps pour le Canadien de Montréal. Donc, moi, je suis plus partisan d'utiliser les atouts que tu as, d'utiliser les actifs que tu as, que ce soit d'autres choix, que ce soit des jeunes espoirs, peu importe, pour aller chercher un jeune joueur plus établi que de revenir une deuxième fois dans le top 10. Je pense pas que ça va arriver. Je trouve que les chances sont faibles. Je peux me tromper. Je parlais des actifs que le Canadien a. Bien sûr, il y a également le 27e choix au total, qui est celui des Jets de Winnipeg obtenu dans la transaction de Sean Monahan. Moi, je vois pas. Ça fait quelques fois qu'on en parle, Gonzo et moi. Moi, je vois pas le Canadien repêcher avec ce choix-là. Je pense qu'on va transiger ce choix-là. Je pense que ça peut être utilisé dans la transaction qui amènerait un jeune joueur un peu plus établi. Donc, moi, je trouve, Steve, que les chances que le Canadien revienne dans le repêchage une deuxième fois, top 10 ou 12, je dirais assez faible. C'est tout à fait possible. Je vais ravaler mes paroles si jamais ça arrive. Je pense pas. D'ailleurs, au sujet de Conley, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune homme qui a malheureusement eu certaines controverses autour de lui, des publications qui ont été jugées à caractère raciste et tout ça. Je sais que c'est plus la même organisation, le même état-major que celui qui avait repêché Logan Mailloux. Je ne remets pas en question, je ne ressasse pas toute la saga qui avait entouré Logan Mailloux. On la connaît au repêchage de 2021, Logan Mailloux. 2019 Caulfield, 2020 Goulet, 2021 Mailloux. Mais tu sais, ça pourrait à tout le moins, je pense, je veux dire, il n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit, là, Conley. À tout le moins faire parler dans un marché comme Montréal comme cette fois-là. Donc, je ne sais pas si on va se tenir loin si jamais il est disponible. Puis, je ne sais pas. Je sais juste dire que est-ce que Montréal va avoir un petit peu froid, être un peu frileux par rapport à ce type de joueur-là après toute la saga entourant Logan Mailloux? Je soulève le point, je soulève la question. Curieux de vous entendre sur tous les sujets auxquels on va réagir dans l'épisode d'aujourd'hui, à toutes les questions auxquelles on va répondre. Laissez-moi un commentaire. Sous la page YouTube. D'ailleurs, plus vous commentez, plus ça nous aide à ce que les algorithmes des GAFA prennent le podcast Le Combo et l'élèvent. D'ailleurs, la croissance est phénoménale dans les dernières semaines. On vous en remercie énormément. C'est super apprécié. Tiens, poursuivons. On va faire toutes les questions repêchage. Puis après ça, on va aller aux séries.
de la Ligue nationale de hockey, si vous le voulez bien. Je pense que ça va être plus intéressant comme ça qu'on saute tout le temps du coq à l'âne. La prochaine question provient de Mad Dog Gagnon. Elle a été posée sur Instagram. Je la trouve intéressante. Est-ce que Demidov est meilleur que Michkov ou Michkov est meilleur que Demidov? Mad Dog, c'est difficile pour quiconque n'est pas vraiment un féru d'espoir et un recruteur d'avoir suivi les joueurs russes ces dernières années. Bon, bien sûr, les équipes de Russie qui ne participent pas aux tournois internationaux comme le championnat du monde de hockey junior où on peut commencer à se faire une idée de ce type de joueurs-là. Évidemment, le championnat du monde de hockey junior, il faut y faire attention. Il ne faut pas baser toutes nos observations là-dessus, mais quand même, en plus de ça, ils jouent en Russie, ces joueurs-là. Ce que j'ai hâte de voir, c'est surtout à quel point ils sont des types de joueurs si similaires. On dit de Demidov, ma compréhension de la chose, c'est que Michkov, c'est vraiment un dynamo offensif, un potentiel gars d'une centaine de points dans la Ligue nationale de hockey. On ne l'appelait pas le Connor Bedard russe pour rien en marge de son repêchage. Certains vont dire que Demidov a un jeu plus taillé à la base pour la Ligue nationale de hockey, un jeu plus complet. Je pense que si les deux atteignent leur potentiel, j'ai comme l'impression que Michkov serait plus un Kucherov, un Kaprizov, un gars qui récolte sa part de points sans bon sens et que peut-être Demidov serait moins offensif, mais jouerait plus sur 200 pieds. Je pense que dans les deux cas, c'est des joueurs qui ont des très, très hautes aptitudes offensives. C'est important de le noter. Jouer sur 200 pieds et avoir des qualités défensives, n'allez pas penser que je suis en train de vous décrire Artturi Lekkonen, c'est pas ça que je dis, ou Jiri Lehtinen, peu importe. Quand on parle à un des meilleurs, quand on pense à un des meilleurs attaquants défensifs de sa génération, russe d'ailleurs, on pense à Pavel Datsyuk, qui avait les mains les plus magiques de son époque dans la Ligue nationale de hockey. Quand on pense à l'ultime joueur two-way dans l'histoire de la Ligue, je vous vois, il y en a qui pensent que je parle de Patrice Bergeron. Non, Sergei Fedorov. Sergei Fedorov demeure à ce jour le seul joueur dans l'histoire de la Ligue à avoir gagné le trophée Hart et le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif. Et il l'a gagné la même année d'ailleurs. Fait que, quand je décris un joueur sur 200 pieds, qui sait, peut-être que Michkov peut être moins bon que Demidov. À ce stade-ci, si on parle purement hockey, je pense que Michkov est meilleur. L'affaire, c'est que Michkov, il y a eu tout ce qui a entouré la supposée attitude, le décès nébuleux de son père. Bon, là, on en a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois, en fait, Gonzo et moi, que Michkov pourrait venir en Amérique du Nord dès l'an prochain, plutôt que dans quelques années, comme c'était initialement le cas en raison de son contrat. Ça, c'est important de mentionner aussi, c'est que Demidov fait moins peur un peu aussi pour ces raisons-là. Au-delà de l'entourage, c'est que Demidov est sous contrat pour encore une autre saison en Russie. Puis, à moins d'une énorme surprise, il ne prolonge pas. Il s'en vient à la fin de la saison 2024-2025. Donc, peu importe où il se fait repêcher, il pourrait arriver dès la 2e année après son repêchage, comme c'est le cas de toute façon. Exemple pour les joueurs nord-américains qui ne sont pas des exceptionnels, qui commencent à 18 ans. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant chez Demidov par rapport à Michkov, au-delà du talent en tant que tel. Du fait qu'il pourrait peut-être arriver dans la Ligue nationale de hockey tôt. Je parlais à Marco D'Amico de Montreal Hockey Now, je crois que c'est la semaine dernière de Demidov, puis il disait, Demidov demeure dans le hockey junior russe en partie, entre guillemets, en punition de ne pas signer un contrat à plus long terme pour rester plus longtemps en Russie. Dur à dire, donc, pour répondre à ta question, Mad Dog, je dirais à l'heure actuelle que d'un point de vue purement hockey, d'un point de vue purement skills, probablement Michkov devant Demidov, mais dans 5, 6, 7, 8 ans, je ne vais pas être surpris si on parle de 2 joueurs qui sont dans la même catégorie, dans le même échelon, en termes d'importance au sein de leur équipe, mais avec des styles légèrement différents. Et toujours au sujet de Demidov, c'est pas tant une question, c'est plus un commentaire qui m'a bien fait rire de la part de Lou Forcier, ça c'était sur YouTube, qui disait « Imaginez que Demidov est disponible au rang du Canadien et qu'il prenne un autre joueur. Le monde va virer fou déjà qu'ils ont levé le nez sur Michkov. » Lou, je pense que ça dépend du contexte. Si le Canadien lève le nez sur Demidov parce qu'à la surprise, ni Demidov ni Lindstrom sont sortis dans le top 4. Donc, mettons que tu as Macklin, Celebrini. Et on se rappelle, là, à la base, on parle d'un repêchage de défenseurs. C'est l'inverse de celui de l'an dernier. L'an passé, le Canadien est allé avec un défenseur, David Reinbacher, lors d'un encamp où il y avait peu de défenseurs de très grande qualité et beaucoup d'attaquants. Puis là, cette année, c'est le contraire. Le Canadien est peut-être à la recherche d'un attaquant
une année où ce sont les défenseurs qui sont les joueurs les mieux cotés. Fait qu'il y a un monde dans lequel, je ne sais pas moi, les Blackhawks de Chicago au deuxième rang surprennent, ils vont avec Levchunov. Après ça, les Ducks d'Anaheim, ils poursuivent puis ils prennent que ce soit Zane Parek ou Dickinson ou peu importe. Puis les Blue Jackets de Columbus tombent en amour avec le géant Silayev. Boum! Il reste Demidov et Lindstrom aux Canadiens. Honnêtement, c'est à la fois le meilleur et le pire des scénarios. C'est le meilleur scénario dans le sens que je suis pas mal certain que ce seraient les deux joueurs les plus hauts sur la liste du Canadien, derrière bien sûr Macklin Celebrini, que le Canadien ne pourra pas repêcher parce qu'il va sortir premier, Macklin Celebrini. C'est le meilleur des scénarios dans le sens où là, tu choisis vraiment celui que tu veux. C'est le pire des scénarios dans le sens où, un peu comme c'est arrivé avec Juraj Slavkovski et un peu comme c'est arrivé avec David Reinbacher, si, je sais pas moi, Shane Wright, dans 7 ans, et 1 000 en avant de Slavkovski, les gens vont dire « Oh my God! Il aurait pu repêcher Shane Wright. » Si jamais dans 8 ans, je sais pas moi, Michkov est un candidat au Hart, là, loin devant David Reinbacher, le monde va dire « Oh my God, il était là, il aurait pu le repêcher. » Donc, tu es un peu dans une même situation. Imaginez le Canadien a le choix entre Demidov et Lindstrom, choisit Demidov, puis malheureusement, Calen Lindstrom est largement meilleur. Dans ce contexte-là, où le Canadien lèverait le nez sur Demidov, comme tu le dis, pour repêcher Calen Lindstrom, je pense pas que ça chialerait tant que ça. On a beaucoup posé la question, puis je l'ai beaucoup posé sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, Demidov ou Lindstrom, et beaucoup d'entre vous préférez Demidov. Donc, je pense qu'il y a un léger avantage pour Demidov dans la faveur populaire. Ceci étant dit, pas tant que ça. Il y a également beaucoup de partisans de Berkeley Catton. Si jamais c'est lui le joueur du Canadien, fait que je pense pas que ça causerait la même surprise. Je pense pas que ça entraînerait le même débat, la même discussion dans les médias les semaines qui suivraient, d'avoir levé le nez sur Demidov. Ce qui entraînerait, je pense, ce genre de discussion-là, c'est si Calen Lindstrom est plus disponible. Il a été repêché 3e, 4e, peu importe. Même 2e, sait-on jamais, par les Blackhawks de Chicago. Mettons que les Blackhawks se disent un gros bonhomme pour jouer aux côtés de Connor Bedard, ça pourrait peut-être être le fun. Là, je pense qu'effectivement qu'il y aurait ce genre de trame narrative-là. Mais sinon, si tu as plus qu'un attaquant disponible et que c'est pas le choix du Canadien et qu'ils vont avec un Lindstrom, ils vont avec un Catton, même un TJ Ginla. TJ Ginla est extrêmement populaire, hein, Lou? Fait que je pense pas. Je vois difficilement un scénario dans lequel... D'abord, je vois difficilement un scénario dans lequel Demidov est disponible et que le Canadien ne le repêche pas, pour être bien honnête. Mais je vois surtout difficilement un scénario dans lequel le Canadien, Demidov est disponible, ne le repêche pas, puis que ça entraîne autant un tollé. C'est trop, tu sais, c'est pas un... Demidov, c'est pas Michkov non plus, justement, dans la façon qu'il a été vendu et tout ça. Il est un peu plus late riser par rapport à Michkov, donc je pense pas que ça créerait le tollé. Je pense pas que ça ferait virer le monde fou un peu comme tu le penses. Je peux me tromper encore une fois. Honnêtement, j'espère qu'on le sache pas. Pour être bien honnête, j'espère qu'on le sache pas. J'espère que ça se rende pas là. Oh my God, j'ai oublié de le noter. Attendez un peu, je sais que c'est sur Instagram. Je vais retourner voir très, très rapidement parce que je veux citer les gens, bien sûr, qui ont posé des questions aujourd'hui. La prochaine provient de M. Lorrain. Je sais pas c'était quoi ton prénom. M, si tu Mathieu, si tu Max, peu importe, tu vas te reconnaître. M Lorrain 27 sur Instagram. Est-ce que Dallas est l'équipe surprise pour remporter les grands honneurs? Je t'avoue que quand j'ai lu ta question, j'ai eu un petit sourire. Pas de manque de respect, mais je me suis dit, voyons donc, l'équipe surprise, dans quel monde il vit? Les Stars de Dallas, finale de l'Ouest l'an dernier. Les Stars de Dallas, un des plus beaux mix de jeunesse et de vétérans dans la Ligue nationale de hockey. C'est clairement une équipe qui est au début de sa fenêtre d'opportunité et qui va l'être pour de nombreuses années. Donc, ma réaction initiale était de te dire, ben voyons donc, c'est pas une équipe surprise pantoute. Par contre, votre boy ici, là, il fait quand même tout le temps ses devoirs. Hein? Il n'arrive pas, ouvre le micro puis il parle comme ça avec des trucs en l'air. Et je dois quand même te reconnaître que, dépendamment de ta définition d'équipe surprise, un petit peu. Je suis retourné voir au début de la saison. Les Stars de Dallas, là, dépendamment où, là, mais quand on faisait la moyenne du côté américain, là, et puis malheureusement, je n'ai pas la cote de mise au jeu au début de la saison, mais il était aux alentours du 9e rang favori pour gagner la Coupe Stanley. Et j'avais avoir fait le saut. Je me serais dit que Dallas était probablement 5, 6, 7e. Donc surpris
de où les Stars de Dallas se trouvaient en début de saison et même au début des séries. Il était derrière les Oilers d'Edmonton, derrière les Maple Leafs de Toronto. Il était derrière des formations comme les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York. Donc, d'une certaine manière, on peut quasiment un peu dire, surtout par rapport à où ils ont fini au classement, deuxième dans toute la Ligue nationale de hockey, que je ne suis pas prêt à dire une surprise. Je vais être bien honnête avec toi, là, pas prêt à dire une surprise, parce que pour moi, je ne les ai pas choisis pour gagner la Coupe. Mais je ne les ai pas choisis pour gagner la Coupe parce qu'il y a tellement de bonnes équipes, particulièrement dans l'Ouest. Sans être une surprise, effectivement, je suis prêt à te donner qu'on a peut-être un peu manqué de respect aux Stars de Dallas chez les preneurs au livre cette saison, où on les a placés pour gagner la Coupe Stanley. Ceci étant dit, ce manque de respect-là n'est plus là. À l'heure actuelle de l'enregistrement de ce balado, bien sûr, ça va avoir la chance de changer à la suite des résultats du week-end. Là. Mais les Stars de Dallas, malgré le fait qu'ils ne sont pas encore passés au quart et d'as, sont à égalité avec les Rangers de New York et les Panthers de la Floride, au premier rang présentement des favoris pour gagner la Coupe Stanley chez Mise au jeu. Donc, les Stars de Dallas, les Panthers de la Floride et les Rangers sont les trois à égalité avec une cote de 3,75. Ça n'a pas de sens à quel point on respecte les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton, ou est-ce qu'on manque de respect aux Canucks de Vancouver? À vous de me le dire. Les Oilers d'Edmonton sont toujours quatrième favori pour gagner la Coupe Stanley, malgré le fait qu'on est au pied du mur, qu'on tire de l'arrière 3-2 face aux Canucks de Vancouver. Donc, Oilers cote de 7, Canucks tout juste derrière cote de 8, malgré le fait qu'on mène face aux Oilers. Et pour vous donner une idée, l'Avalanche du Colorado qui est exactement dans la même situation des Oilers au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on tire de l'arrière 3-2 dans notre série, une cote de 14, donc 2 fois plus élevée que celle des Oilers d'Edmonton. Et bien sûr, les Bruins de Boston, dernier, avec une cote de 25. Donc, prêt à dire peut-être effectivement, M. Lorrain, que sans que ce soit une surprise, je suis prêt à reconnaître un manque de respect envers les Stars de Dallas pour gagner la Coupe Stanley. Voilà pour vos commentaires, pour vos questions. Merci d'en avoir fait parvenir. C'est très apprécié. Bien sûr, peut-être que la prochaine fois, on va en prendre plus, sait-on jamais, et faire un épisode un peu plus long pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à en envoyer chaque semaine. Hein. Je tente de les recenser le plus possible. Dans un monde idéal, envoyez-les sur YouTube, envoyez-les ou même sur TikTok, @tomboymax. Faites-nous les parvenir, @vanilicious, Instagram, sur X également, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir des questions, des commentaires chaque semaine. On va essayer d'en incorporer de plus en plus dans les diverses émissions du podcast. Parlons des matchs en tant que tels maintenant dans les séries à suivre. Donc, au moment de l'enregistrement, bien sûr, on enregistre les vendredis. L'Avalanche du Colorado va encore une fois faire face à l'élimination face aux Stars et même chose pour les Bruins de Boston face aux Panthers. Les Bruins de Boston, vraiment, là, qu'ils soient rendus là avec l'attaque qu'ils ont présentement, c'est assez sensationnel. L'avantage numérique des Bruins est tout le contraire des Oilers d'Edmonton. 1 en 18 à leurs 8 derniers matchs. On obtient 2,15 buts attendus par 60 minutes à 5 contre 5. Ça, c'est le plus bas total parmi toutes les équipes qui ont participé au deuxième tour des séries. Donc, je m'attends à ce que les Bruins, malheureusement, pour les partisans des Bruins, personnellement, je ne suis pas partisan des Bruins, soient éliminés vendredi soir face aux Panthers de la Floride. Peut-être que ça va déjà avoir mal vieilli au moment où vous allez écouter ce podcast. Cette série-là a pris du temps, mais a finalement pris la tangente que personnellement je m'attendais. Je viens de vous parler des Bruins de Boston qui ne marquent pas. C'était deux des meilleures défensives de la Ligue nationale de hockey, deux des meilleures unités défensives de la Ligue nationale de hockey en saison régulière, les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. Les Panthers qui ont terminé tout juste derrière les Jets de Winnipeg au deuxième rang, et avec un Jeremy Swayman en feu et avec un Sergei Bobrovsky qui a connu des séries avec des hauts et avec des bas. Je m'attendais quand même à ce que ce soit une série avec beaucoup de under. À ce que pas mal tous les matchs, le total de buts est en dessous. Et c'est pas du tout ce qui est arrivé, hein, finalement. 6 buts ont été marqués dans le match numéro 1, 7 dans le match numéro 2 et 8 dans le match numéro 3. 5-1, 6-1, 6-2. Et là, finalement, match 4 et match 5, ça a finalement été les scores auxquels je m'attendais personnellement. 3-2 la victoire des Panthers en match 4, 2-1 la victoire des Bruins en match 5.
Je pense que les Panthers terminent ça ce soir, mais je pense que ça va être une autre rencontre à bas pointage. Personnellement, je suis assez fan dans ces séries-là de monter le total de buts. Ça fait baisser la cote, bien sûr. Donc, prendre un 6,5, on fait un peu baisser la cote, mais on le combine à quelque chose d'autre pour obtenir une cote aux alentours de 2. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. À titre d'exemple, pour les rencontres de vendredi soir, j'y vais avec un under 6,5 dans le match entre les Panthers et les Bruins, et à l'opposé, un over 5,5 dans celui entre les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Je vous reviens pourquoi dans quelques instants sur Avalanche et Stars, mais dans le cas de Panthers contre Bruins, c'est vraiment la force des deux unités défensives, la force des deux gardiens. Jeremy Swayman qui est de retour dans la zone. Je pense que si les Bruins gagnent le match, je vois difficilement les Bruins être en mesure de gagner un match dans lequel ils donneraient 3 buts ou plus. Donc, je pense que si on veut gagner du côté des Bruins, c'est parce que Jeremy Swayman va s'être tenu sur la tête. D'ailleurs, si vous aimez les totals d'arrêt, surveillez ça. Hein, celui de Jeremy Swayman peut être intéressant à regarder dans cette rencontre-là parce que les Bruins de Boston n'ont pas tiré au moins 30 fois au filet pour la première fois de la série dans la dernière rencontre, donc dans le match numéro 5. Et malgré tout ça, on l'a quand même frôlé. On a obtenu 25 tirs au but dans la deuxième et troisième période, donc 12,5 tirs au but en deuxième et en troisième. C'est strictement un mauvais début de match qui a fait en sorte qu'on n'a pas réussi à atteindre le plateau des 30 tirs du côté des Panthers de la Floride dans cette rencontre-là. Le total d'arrêt de Jeremy Swayman, donc 29,5. C'est quand même élevé. Mais pour vrai, là, d'après moi, les Panthers de la Floride vont diriger au moins 33, 34, peut-être 35 tirs. Regardez, 12,5 en moyenne par période dans le match 5, période 2 et 3. Je pense que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a fait jusqu'ici dans cette série-là. Donc, 24 plus un autre 12, 36, 37 tirs. Ne pas écarter la possibilité d'une prolongation, surtout dans une rencontre qui va être disputée serrée comme ça. Je pense qu'un total d'arrêt au-dessus de Jeremy Swayman, donc au-dessus de 29,5, c'est quelque chose de très intéressant. Sinon, vous pouvez toujours y aller avec les plateaux pour les différents joueurs. Donc, vous pouvez y aller mettre vous-même un chiffre, y aller avec un plateau. Ça peut être intéressant. Mais ça risque d'être en dessous, donc pour moi, pour un total de but, et au-dessus pour un total d'arrêt de Jeremy Swayman. C'est les deux choses que je surveille dans le match de vendredi entre les Bruins et les Panthers. Dans celui entre l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas, mais là, je dis que c'est l'opposé pour deux raisons. D'abord, Georgiev. Alexander Georgiev. Écoutez, il y a un taux d'efficacité de 880. Ouais, 880 dans cette série-là. Je ne le vois pas faire mieux. Après ça, l'Avalanche du Colorado a finalement connu un bon match offensivement dans la partie numéro 5. OK, ils ont profité de largesse de Jake Oettinger, non habituel, mais quand même, je ne vais pas être surpris du tout. Et c'est pour ça que je l'ai baissé. C'est pour ça que je l'ai mis à 5,5 et qu'on y va à 5,5 pour obtenir 6, donc au moins 6 buts de marqués. Parce qu'un 4-2 filet désert, un 4-3 prolongation, je trouve que c'est deux possibilités très réelles. Puis je pense que ça va être un de ces deux scores-là. Peut-être même un 5-2 avec une deuxième fois un filet désert. Vraiment, là. C'est comme ça que je vois se dérouler la rencontre entre les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Je pense que les Panthers de la Floride terminent le travail avec l'Avalanche du Colorado. Je ne pense pas que les Stars de Dallas terminent le travail vendredi soir face à l'Avalanche du Colorado. Je pense que cette série va aller en 7. Si ça s'en va en 7, ça se termine dimanche. Et je pense qu'on va être en mesure de le faire du côté de l'Avalanche. Ça nous amène à la dernière série qui est encore en cours dans la Ligue nationale de hockey et c'est celle entre les Oilers d'Edmonton et les Canucks de Vancouver. Je vous parlais de respect. Écoutez, la cote des Oilers pour gagner en 7 est la même que les Canucks pour gagner en 6 chez Mise au jeu. Donc, 2,6 la cote pour que les Canucks gagnent en 6 et 2,6 la cote pour que les Oilers gagnent en 7. Le négligé, c'est Canucks en 7 avec une cote de 4. Bon, pour gagner la série, quand même, on ne va pas jusqu'à toujours garder les Oilers favoris. Si ça avait été le cas, là, ça aurait été une énorme surprise. Négliger les Oilers pour gagner la série, cote de 2,6. 1,5 la cote des Canucks de Vancouver pour gagner la série.
Pour moi, ça va en 7. Je vois difficilement cette série-là ne pas aller en 7. C'est quand même intéressant à surveiller. Jusqu'ici, c'est la seule série au deuxième tour où on s'est vraiment alterné. Donc, chaque équipe a gagné un match de chaque côté à tour de rôle. Donc, en théorie, ce serait au tour des Oilers d'Edmonton. Intéressant à savoir que tout juste avant de débuter l'enregistrement de cet épisode, j'ai vu passer une statistique sur les points à 5 contre 5 dans cette série-là. Excusez, pas dans cette série-là, dans les séries en entier jusqu'ici. C'est quasiment encore pire. Nikita Zadorov a 4 buts et 7 points. Connor McDavid a 1 but et 6 points à 5 contre 5. Phénoménal à quel point, souvenez-vous, si vous êtes à l'écoute régulièrement du podcast, et sinon, je vous invite à retourner écouter notre épisode qu'on a tourné au Casino de Montréal il y a quelques semaines de ça, dans le cadre du début des séries. Je disais que je ne voyais pas un scénario dans lequel les Oilers d'Edmonton gagnaient la Coupe Stanley et que Connor McDavid n'était pas le Conn Smythe. Autrement dit, je ne voyais pas comment Connor McDavid ne gagnait pas le Conn Smythe si les Oilers gagnaient la Coupe. Et je me souviens, notre ami Jean-Thomas Jobin disait Leon Draisaitl, ce ne serait pas si fou que ça. Et je rappelais qu'effectivement, lors de la première conquête de la Coupe Stanley des Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby et Evgeny Malkin, c'était Malkin qui avait gagné le trophée Conn Smythe. Et finalement, lors des deux autres, on l'avait donné à Crosby. On l'avait donné également l'année d'après la troisième conquête des Penguins à Alex Ovechkin. Et c'est ce qui me fait dire que quand tu as une super vedette comme Connor McDavid, il faut que tu le battes largement. Il faut que tu le battes largement pour gagner le trophée Conn Smythe. Malheureusement, diront certains. Écoutez, là, ça commence réellement à être une possibilité que Leon Draisaitl soit le gagnant du trophée Conn Smythe. À l'heure actuelle, c'est Igor Shesterkin qui est le favori parce que, bien sûr, les Rangers sont déjà en demi-finale. Cote de 6 pour Igor Shesterkin. Connor McDavid est toujours deuxième avec une cote de 8. Et Leon Draisaitl est beaucoup plus loin avec une cote de 15. Mais en ce moment, pour moi, après 2 rondes, si les Oilers d'Edmonton passent à travers les Canucks de Vancouver, et c'est un gros si, soyons honnêtes, Leon Draisaitl, avec ses 21 points contre les 18 de Connor McDavid et surtout ses 8 buts, pour moi, c'est suffisant. Pour moi, ce serait suffisant. Admettons que Canucks contre Oilers, c'était la finale de la Coupe là, et que les Oilers battaient les Canucks. Pour moi, ce serait Leon Draisaitl le joueur le plus utile. Connor McDavid, malheureusement, a été absent dans les matchs de cette série, à part un, à mon humble avis. Il a récolté, il y a 2 matchs dans lesquels il n'a pas récolté de points, 2 matchs dans lesquels il en a eu 1 et un autre dans lequel il en a eu 4. Mais Leon Draisaitl a été beaucoup plus constant que Connor McDavid jusqu'ici. Il a récolté des points dans tous les matchs des Oilers d'Edmonton datant au début des séries. Honnêtement, en ce moment, là, c'est dur de vouloir y aller avec Leon Draisaitl parce que c'est pas le moment avec les Oilers peut-être qui tirent de l'arrière, à moins qu'à l'opposé, vous vous disiez que non, justement, c'est le moment d'y aller avec Leon Draisaitl et sa cote de 15, ça peut être intéressant. Mais pour vrai, en ce moment, moi, j'y vais avec Leon Draisaitl. Entre les deux, je me ravise. Ça a le temps de changer, bien sûr. Imaginez Connor McDavid se lève samedi soir et amène cette série-là en 7 comme un autre gros match. Peut-être que déjà après 2 rondes, je changerai mon discours. On verra ça la semaine prochaine. D'abord, si les Oilers sont encore en vie. Mais c'est très intéressant. Bien sûr, la prochaine fois qu'on va se parler, la semaine prochaine, on va avoir les finales de conférence. En fait, les finales de conférence vont déjà être débutées. Mes prédictions de début des séries, de ce tour-là des séries et même du début des séries, à date, c'est encore possible pour moi d'avoir mon carré d'as parce que mon carré d'as, c'était Panthers contre Rangers d'un côté, Avalanche contre Oilers de l'autre. En ce moment, je maintiens 3 de mes prédictions. Je pense que les Oilers vont compléter la remontée. Je pense que les Oilers d'Edmonton vont d'abord gagner le match numéro 6 face aux Canucks de Vancouver et, à la suite de ça, gagner le match numéro 7. Je pense que l'Avalanche du Colorado amène la série en 7, mais que malheureusement, sur la route, les Stars vont être capables de conclure la série comme ils l'ont fait au premier tour face aux Golden Knights de Vegas. Et je crois également que les Panthers de la Floride vont terminer le travail face aux Bruins de Boston. Alors voilà mon carré d'as à l'heure actuelle. Laissez-moi savoir en commentaire le vôtre si vous écoutez cet épisode avant, bien sûr, que le deuxième tour des séries soit terminé, parce que sait-on jamais, peut-être que vous écoutez ça mardi.
et qu'on passe bientôt aux demi-finales, aux finales de conférence. Voilà donc pour le hockey. Un petit mot quand même, je le disais, le CF Montréal qui va recevoir, ou plutôt qui va rendre visite au Toronto FC en fin de semaine au BMO Field à Toronto. Montréal qui est largement négligé pour cette rencontre-là. Cote de 3,85 pour le CF Montréal, 3,65 pour le verdict nul et 1,91 pour le TFC. Dernièrement, j'aimais beaucoup y aller avec victoire ou nul du CF Montréal, mais là, un mois complet, pas de victoire, 3 défaites de suite. La quantité de blessures assez phénoménale du côté du CF Montréal. Je m'attends à voir Jules-Anthony Vilsain qui n'était pas là mercredi contre le Crew de retour dans la formation. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Ce qui est intéressant à surveiller pour moi, ça va être le total de buts. Parce que Toronto n'a pas un bon début de saison offensivement. Toronto a un bon début de saison, mais offensivement, c'est difficile. On a autant de buts marqués que le CF Montréal, soit 16, avec un match de plus de jouer. Alors que, bien sûr, notre argent du côté de Toronto, il est principalement sur Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, des joueurs offensifs. Il y a deux équipes qui se sont graissées la patte récemment contre le CF Montréal. Bien sûr, d'abord, les Sounders de Seattle en avaient marqué 5 et Nashville SC en a marqué 4. C'était 2 rencontres à domicile pour ces deux formations-là. Bien sûr, le CF Montréal a 26 buts accordés jusqu'ici cette saison en MLS. Ça, c'est au dernier rang de l'association de l'Est. Il n'y a que 2 équipes qui font pire présentement dans l'Ouest. Et ces 2 équipes-là, les 2 équipes ont un match de plus de disputé. Donc, on pourrait se retrouver après la rencontre dans la fin de semaine derrière les Timbers de Portland. Montréal ne marque plus sur la route, malheureusement, depuis les blessures à Mathias Coccaro et à Martinez. Je pense que j'irais quand même avec un total de buts au-dessus de 2,5, mais je n'oserais pas les 2 équipes marqueront. Parce que malheureusement, je ne vais pas être si surpris que ça si on encaisse encore 3 buts. Et si on encaisse encore 3 buts du côté du CF Montréal, ce serait donc une 3e rencontre de suite où ça arriverait en MLS parce qu'on l'avait malheureusement fait contre Nashville, on l'a fait contre Miami, on l'a fait contre Columbus. Donc, on avait obtenu un jeu blanc lors du premier match contre Columbus en Ohio. Et là, on a donné au moins 3 buts à chacun de nos 3 derniers matchs MLS. Je ne vais malheureusement pas être si surpris si jamais ça se poursuit pour le CF Montréal en fin de semaine. Mais bon, c'est le TFC. Alors, on espère toujours une bonne rencontre du CF Montréal. Et les rencontres entre le CF Montréal et TFC donnent toujours de bonnes rencontres. Donc, définitivement à surveiller en fin de semaine, ne manquez pas ça, 19h30. Et je veux conclure avec un petit peu de baseball parce qu'Antoine Julien connaît toute une saison avec les Twins du Minnesota, si bien qu'il y a des paris intéressants sur Antoine Julien pour les amateurs de baseball. D'abord, son total de circuits, il y en a 7 présentement. Est-ce qu'Antoine Julien peut aller au-dessus de 21,5 coups de circuit? Moi, je pense qu'il peut le faire. Je ne vais pas être si surpris que ça si Antoine Julien réalise cet exploit-là d'obtenir au moins 22 coups de circuit. Ça va être très difficile. Par contre, je trouve que le numéro est très, très bon. Déjà, au-dessus de 19,5 pour moi, je pense qu'il atteint le 20. Après ça, c'est le 22. Est-ce qu'il va y avoir des blessures et tout ça, c'est intéressant à surveiller. Je pense définitivement qu'il est capable de le faire. Et sinon, le nombre de coups sûrs établi à 114,5. Il a 30 coups sûrs depuis le début de la saison. Ça, je suis assez confiant pour Antoine Julien. Je pense qu'il peut aller en chercher peut-être 120 coups sûrs. La cote est très élevée, par contre, à 2,1. Est-ce que c'est moi qui est trop confiant? Peut-être. Mais ça, je trouve ça intéressant au-dessus de 114,5 coups sûrs pour Antoine Julien avec une cote de 2,1. Il est à surveiller. Je parlais à des chroniqueurs baseball dernièrement qui disaient qu'ils ne seraient pas surpris l'année prochaine si on le recensait. Vous savez, à chaque année, ESPN fait un top 100 des meilleurs joueurs du baseball majeur. On disait qu'on ne serait pas surpris si l'année prochaine, Antoine Julien serait dans le top 100 des meilleurs joueurs du baseball majeur. Il connaît vraiment une année d'éclosion avec les Twins du Minnesota. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette édition un peu spéciale du combo. Je le sais, bien sûr, c'est un peu différent quand c'est seulement un animateur seul. Gonzo devrait être de retour la semaine prochaine. J'espère que vous avez quand même eu assez d'informations, assez de statistiques pour vous faire une tête, pour vos prédictions, pour vos paris pour la prochaine semaine, pour vos paris de prochain tour.
Avec tout ça, je le disais, les séries finales de conférence vont être débutées la prochaine fois qu'on se parle. Donc, aussi bien vous dire tout de suite que je vais maintenir ma prédiction, même si en ce moment, elle n'est pas très forte, des Rangers de New York contre les Oilers d'Edmonton en finale de la Coupe Stanley. On verra rendu là. On verra la semaine prochaine si les Oilers ont rejoint les Rangers en finale de conférence. Ben, dans l'Ouest, bien sûr, là, ils ne vont pas aller les affronter. Mais voilà, simplement pour vous dire ça tout de suite. Donc, n'oubliez pas, si vous faites des paris, c'est important, il faut se faire un budget. Il faut respecter notre budget. On ne chasse pas les gains et tout ça, les pertes plutôt. Il faut que ça demeure un jeu. Oui, vous écoutez des épisodes des podcasts comme le combo, puis ça vous aide à vous faire une tête, mais il y a énormément de hasard qui entre en ligne de compte. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, on joue de façon responsable. On se fixe un budget et on le respecte parce que ça demeure dans le but d'avoir du plaisir. Et personnellement, j'en ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous cette semaine, donc je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la toute fin de cet épisode du combo. Probablement de retour la semaine prochaine avec Gonzo. Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao!